All right. Mathieu Gobeil de chez Léviat. Comment ça va, mon gars? Ça va bien, toi? Ça va bien, man. Pour les gens qui te connaissent peut-être pas déjà, juste expliquer c'est quoi ton titre et tes responsabilités chez Léviat. Oui, donc Mathieu Gobeil, avocat en droit des affaires chez Léviat. Moi, je suis l'avocat en charge du département capital de risque. Donc, j'accompagne tous nos clients VC-back, tant du stade pre-seed jusqu'à le Series A, Series B. Je les accompagne tant dans les 2D que dans le ronde de financement. Malade. Puis aujourd'hui, on va aborder un thème qui est un peu complexe. On va essayer de le démystifier du mieux qu'on peut. Puis je pense que ça va être utile pour les founders et les décideurs en SaaS, entre autres, parce que c'est un peu, je ne veux pas dire legalese, là, mais ça peut être un peu intimidant, les ESOP, les Employee Stock Options Plan, donc les options d'achat d'actions. Mhm. C'est un outil parmi tant d'autres extrêmement utile et présent dans notre écosystème, mettons. Fait que je pense que les founders se doivent de bien comprendre ça. Puis là, toi, tu vas m'aider à moi bien comprendre ça. Puis hopefully, on va partager la bonne nouvelle des ESOP à toute la crowd, ça se passe. Effectivement. Ça Donc, sonne comme allons-y. un plan? Ben oui. Good. Fait que premièrement, man, ma question de lancement, ça serait la traduction française. C'est-tu genre option d'achat d'actions? Comment tu le dis, toi, dans tes documents? Ouais, plan d'option d'achat d'actions, régime incitatif d'achat d'actions. OK. D'actions. Ah ouais, on peut le reprendre, là, mais ouais, il y a une couple de façons de le nommer en français, soit de la traduction, mais la plupart du temps, le ISA, plan d'option, régime incitatif. OK. Il y a comme une couple de variations, mais Ça c'est tourne assez dans standard. ce nuage Ouais, sémantique-là. Sweet. Ben là, pour le reste de exactement. la conversation, pour que ce soit plus smooth, on va juste dire ESOP, puis on parle du plan d'achat Yeah, d'options. exact. Superman, la, la première partie qu'on devrait tackle, c'est juste comme une vulgaire définition de c'est quoi un ESOP. Mettons, comment tu l'expliquerais dans tes mots? Là? Ouais, donc ça serait une option d'acheter des actions de la société dans laquelle tu travailles. Donc, dans le fond, on donne la possibilité à un employé, un consultant, quelqu'un qui donne des services pour la business de pouvoir bénéficier de la plus-value de la société dans le temps. Donc, là, à titre d'exemple, on donne une option pour acheter une action ordinaire à Frank qui travaille, exemple, pour une business. Ouais. Fait que Il c'est va comme avoir un un, droit, là. c'est un droit d'acheter une action, puis pour exercer ce droit-là, tu vas avoir à payer un prix d'exercice qui est normalement la valeur marchande de la business au moment de l'émission de cette option-là. OK. Puis, la première question, c'est trop drôle. Ça fait 3 fois que je dis la première question. Fait qu'on est rendu à la troisième question, mesdames et messieurs, si vous Ben, suivez à la maison. Fait que la question suivante, ça serait le pourquoi de la chose. Fait que, tu sais, c'est-tu aussi simple que juste inciter tes employés à rester longtemps parce qu'il va y avoir un nanan financier, peut-être, si tout va bien? Comment tu le dirais, toi? ouais, ben, je pense que les deux gros points, c'est vraiment rétention de la main-d'œuvre puis acquisition de talent que tu peux pas te permettre autrement. Donc, dans le fond, un bon parallèle, c'est comme une grosse entreprise qui a beaucoup de ressources financières, ben, peut se permettre de payer un gros salaire pour un employé pour qu'il reste au sein de la business. Tandis qu'une business en démarrage veut peut-être plus utiliser ce capital-là pour financer la croissance de l'entreprise. Donc, elle doit trouver d'autres manières de venir comme inciter cet employé-là à rester. Donc, les options peuvent être une bonne porte d'entrée pour le compenser autrement qu'en argent. Puis quand on regarde comparativement à une grosse entreprise versus une petite entreprise, là, le potentiel de croissance d'une petite entreprise est exponentiel, tandis qu'une grosse entreprise plus établie, bien là, c'est plus une croissance linéaire d'entreprise, donc tu as moins le potentiel de faire x10 sur ton investissement, tandis Mhm. que dans une startup early stage, le potentiel est infini. Là. 100%. Fait que tu négocies ou tu incites le monde avec la ressource qui est la plus cheap au début que tu as, qui est genre la valeur future de ton action, right? Un peu la Exact. vision, la foi, puis c'est ce que tu vends, dans le fond, un peu à travers un ESOP, là. C'est genre une valeur Ouais, future, dans le fond. c'est ça. Il n'y a rien qui est garanti. Donc, c'est beaucoup ça pour ça que rapidement, dans
early stage, on voit souvent des grants d'options plus élevés que quand tu es rendu en série A, série B, en termes de pourcentage. Donc, des employés, quand ils rentrent tôt dans le processus, vu qu'il y a plus de risques associés à ces options-là, on va leur octroyer 2, 3, 4% selon leur rôle, versus late stage série A, ben là, peut-être juste que des grants de 0.3, 0.4, 0.5% vont justifier la prise de risque. Donc là, c'est cette dynamique-là un peu qu'on voit dans l'écosystème. Ben, là, c'est drôle parce que tu as comme mentionné la fluctuation de la grosseur, disons, de ton package d'ESOP en fonction de la croissance de la compagnie ou ce qu'elle est rendue. Fait que la question qui se pose, c'est genre, c'est-tu toujours implémenté jour zéro dès le départ d'une startup, ce plan-là? Quand est-ce qu'on devrait réfléchir à ça, mettons? Ouais. Le plus tôt, le mieux, là, dans le sens que je vois beaucoup de fondateurs qui m'arrivent qui sont là, hey, j'ai déjà promis des options à des employés. Quant à moi, ça, c'est rendu too late, dans le sens que, on a un back deal, peux-tu comme backdater cette documentation-là? Ça devient comme un peu compliqué de genre vraiment respecter tous les critères établis par la loi, là, puis la loi fiscale quand ça c'est fait. Donc, je dirais vraiment l'élément déclencheur, c'est comme dès que tu embauches ton premier employé ou tes premiers employés, ça vaut la peine d'évaluer la possibilité de mettre en place un ISA pour éviter justement d'avoir à faire des side deals puis après de devoir comme remédier au fait que tu n'avais pas mis en place ce type de document-là. Puis mettons, pour tous ceux qui écoutent ça puis qui se disent « Fuck, c'est moi, j'en ai fait des side deals puis du rétro-fitting de promesses d'options. Y a-tu quand même moyen de cruncher à travers ça d'un point de vue légal, mettons, qu'on travaille avec toi? » Ouais, ben, c'est du cas par cas, là, tout dépendant c'est quoi le side deal qui a été fait. Habituellement, c'est tout le temps tough de venir réconcilier à 100% c'était quoi le deal qui avait été négocié, mais on a une obligation au moment d'un octroi d'option formelle. Ben, pas une obligation, là, mais. Responsabilité ou un. On peut pas non plus backdater un deal non plus pour respecter certains critères. Donc là, dans le sens qu'il y a un gros critère de si on veut bénéficier de l'ensemble des avantages fiscaux, c'est d'émettre les options à juste valeur marchande au niveau du prix d'exercice. Donc là, si tu m'arrives 3 heures plus tard et tu me dis date ça 3 ans en arrière, là, c'est compliqué à faire de mon côté, je peux pas le temps de faire. Là, après, c'est quoi la valeur, juste valeur marchande actuellement? Donc, c'est plus ça l'enjeu derrière ça. Là. Intéressant. Fait que, dans le fond, de ce que j'en retiens, c'est que l'indicateur de ça serait le temps de considérer mettre en place un programme de ESOP, c'est basically juste OK, ouais, là, on est prêt à faire des premières embauches clés pour notre startup, right? C'est pas mal ça. Okay. Ouais, puis s'il commence à avoir des side deals qui se font, dans le sens qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est super cher de mettre ça en place, mais c'est relativement simple, ça prend pas un mois à mettre ça en place, puis c'est pas beaucoup de gymnastique à faire, là. C'est quelques petits documents à mettre en place, puis après c'est fait, là. Puis c'est pas 5-10 000 $. Nous, de notre côté, on est comme à 2600 $ pour mettre ça en place, puis sous réserve de quelques petites modalités qu'on peut s'en reparler si ça t'intéresse, mais genre, c'est pas super dispendieux à mettre en place au final. Puis, est-ce que c'est pertinent de le faire tout de suite ou pas? Chaque fondateur décide c'est où qu'ils veulent optimiser puis mettre leur cash, mais c'est quand même, tu t'évites une dette légale pour le futur, puis éventuellement, tu vas devoir le régulariser. Donc, mieux vaut partir du bon pied, selon moi. OK. Fait que là, on a comme parlé un peu du timing, du pool d'options d'achat que tu veux mettre en place puis offrir à tes premiers employés clés. Mais on n'a pas parlé de la taille de ça. Ça, c'est toujours un peu confus pour moi. J'en ai déjà parlé un peu avec Guillaume dans d'autres capsules, mais on va revoir une discussion là-dessus, toi puis moi. Y a-tu des balises ou des normes sur c'est à peu près tant de pourcentage de ton équité que tu vas genre couper puis réserver pour un pool d'options d'achat, ou comment tu vois ça, toi? Ouais, ben, je pense que la norme, qu'est-ce qu'on voit habituellement en pre-seed, seed stage, comme du 10-15% pour le plan d'option. Puis là, cela dit, ça dépend aussi c'est quoi tes embauches stratégiques que tu dois faire, c'est quoi ton plan en termes d'utilisation d'ESOP. Tu ne veux pas non plus avoir un trop gros plan d'ESOP que tu n'as pas besoin. Puis,
Donc, c'est vraiment cette dynamique-là. Si tu es très, très early, ben, comme je t'ai dit tantôt, c'est un 4%, pas un 4%, mais tu vas offrir plus de pourcentage en termes d'octroi d'options à des employés clés, tandis que quand tu es moins early, c'est des plus petits pourcentages. Donc, un gros pool, quand tu es en Series A, c'est moins, ça va être moins utile que quand tu es vraiment early. Puis, il y a un concept qui est quand même, qui revient souvent dans les questions de fondateurs, c'est il arrive quoi avec comme mon plan d'options qui n'est pas utilisé? Mm-hmm. Ouais, ben Puis, vas-y. dans le sens, tu peux prévoir un 15% de plan, mais si finalement tu as juste à utiliser 5%, puis un 10% qui est non utilisé, au moment d'une acquisition, mais c'est juste comme il disparaît dans la nature ou il n'existe plus, puis toute la dilution qui était provoquée par le 10% non utilisé est répartie avec les autres actionnaires. Donc, c'est comme pas. Dilue pas si tu ne l'utilises pas finalement. Tu n'es pas obligé de l'octroyer à des employés ou à des consultants. C'est vraiment juste, il est là, il est disponible à l'émission. Mais si tu n'as pas à l'utiliser, tu n'es pas dilué par le fait que tu as prévu un trop gros plan. 2 questions là-dessus. Tu dis que l'excédent qui n'a pas été alloué peut être redistribué à travers les actionnaires de la compagnie. Ça, c'est-tu de façon comme équitable puis égale ou ça doit respecter les espèces de preference stack dont on entend parler des fois Oui, mais quand je dis redistribuer, c'est juste le principe de si j'ai 100 actions de mon côté, puis il y en a 1000 en circulation, j'ai 10%. Ouais. Si finalement on enlève dans mon dénominateur le ESOP non utilisé, ben, je vais avoir plus que 10%. Donc c'est plus ça que c'est redistribué de cette façon-là en fonction de c'est quoi les catégories d'actions. Donc, mais c'est plus ça, là, c'est que ton pourcentage va augmenter vu que ton dénominateur va être moins gros vu que le pool disparaît. Quick maths. On est des avocats bons en mathématiques, comme on dit. Mais ouais, puis sinon, c'est ça, c'est peut-être plus aussi de voir, surtout quand t'es VC-back, tu regardes un peu ton. Jusqu'à la prochaine ronde, c'est quoi que tu as besoin comme embauche stratégique puis allocation de plan d'options. Tu veux vraiment limiter à tes besoins. Parce que entre rondes de financement, là, dès qu'un investisseur rentre, un investisseur institutionnel va probablement demander de mettre un ESOP en place. Puis techniquement, t'aimes ça, timer l'utilisation de ton ESOP avec ta prochaine ronde. Donc, tu veux qu'à la prochaine ronde, tu aies besoin de le restocker ou de le réaugmenter. Puis là, tous tes autres actionnaires qui sont sur ton cap table vont être dilués par cette augmentation-là. Tandis que si, exemple, tu prévois dès le jour 1 un ESOP de 30%, tu n'as jamais besoin de l'augmenter. C'est juste le fondateur qui est dilué par l'ESOP. Puis tes investisseurs qui rentrent à chaque ronde, si tu n'as pas besoin de l'augmenter, ils ne sont pas dilués par l'ESOP. Ouais. OK, make sense. Puis ça fait 2 fois que tu mentionnes, tu peux allouer ou offrir des options d'achat à des employés, mais à des consultants aussi. Ouais. Curiosité personnelle, mais tu vois ça souvent, toi, dans des deals, ou est-ce qu'il y a des gens plus externes ou third party qui ont eu un impact dans la compagnie puis qui ont des options? Oui, donc ça, c'est comme un. Faut faire attention aussi avec les consultants. Le monde sont vite à ah ouais, je tape déjà des heures, donne-moi des options. Là. Donc c'est sûr que la plupart du temps, faut vraiment avant d'octroyer des options à un consultant, il faut qu'il ait prouvé sa valeur, faut qu'il donne quelque chose. Là, puis le marché est flood par des consultants qui sont là, donne-moi des options. Donc, tout le temps à prendre à parcimonie, mais il y a comme des standards établis en termes de combien tu devrais attribuer à un aviseur ou à un consultant en fonction de ses responsabilités et des stades de ton entreprise. Donc, je ne sais pas si tu as des show notes dans ce style de capsule-là, mais genre, il y a des templates disponibles en ligne qui disent un peu pour ce type de rôle-là, à ce stade de ton entreprise, en fonction des heures que l'aviseur va mettre, mais là, tu pourrais donner 0,5% par exemple. Ça, c'est des règles de pouce ou des standards qui ont été établis, compilés en fonction de la data de plein d'autres compagnies dans le passé, genre? Oui, c'est un organisme qui a comme fait un template basé sur justement, ça, moi, c'est des data, tout ça. J'ai pas comme les détails, là, mais. On checkera, on le mettra. Nice, man. Puis, écoute, une fois que tu as mis en place ton plan d'option d'achat pour tes employés puis tout ça, tu
tu dois paramétrer l'accès à ces droits-là, l'accès à cette option-là ou carrément à l'action. Puis souvent, ça se fait avec deux trucs. Dans le milieu, on va entendre le jargon genre un cliff puis un vesting. Fait que le vesting, on pourrait peut-être dire calendrier d'acquisition de tes options d'achat. Mais explique-moi les concepts de cliff puis de vesting grossièrement. Ouais, donc, le principe, c'est quand un employé rentre et négocie, exemple, un octroi d'option de 4%, ben là, il faut se poser la question, OK, ben, c'est quoi la valeur que tu vas m'offrir pour ce 4%-là? Si demain tu pars, est-ce que tu mérites ce 4%-là? Clairement non, tu n'as rien fait. Donc là, c'est une façon de baliser, c'est justement avec un calendrier d'acquisition, comme que tu as dit, qui va comme établir après combien de temps tu vas avoir le droit d'exercer ton option. Donc là, à titre d'exemple, je te donne 1 million, je te donne 20 000 options. Mm-hmm. Ben là, ces options-là, tu vas les acquérir dans le temps avec une période d'acquisition. Donc là, le standard qu'on voit normalement, c'est une période d'acquisition temporelle. Donc, exemple, comme tu as mentionné, un cliff. Donc, la plupart du temps, je vois un cliff de 12 mois, puis la période d'acquisition totale est sur une période de 4 ans. Donc, cliff de 12 mois, puis après, on a une acquisition mensuelle sur les 3 années qui te restent dans cette période d'acquisition-là. Puis le cliff, ça veut dire quoi concrètement, mettons que tu avais à me l'expliquer? Ben, le cliff, c'est du jour de l'octroi jusqu'à 1 an de l'octroi. Donc, pour les 12 premiers mois, tu peux rien exercer. Donc, si tu pars dans les 12 premiers mois, tu n'as aucun droit dans le capital action de la société ou dans l'equity de la société. Là. OK. Super. Puis, ce que tu dis que tu vois souvent, c'est 4 ans pour le reste, en tout, genre, le calendrier d'acquisition de tes options d'achat. Donc, 4 ans en tout, un vesting mensuel après la première année. Puis la première année, tu as un cliff qui fait en sorte que tu n'as aucun droit dans tes options. Fait que ça veut dire que la fraction correspondante aux 4 ans devient accessible à chaque mois sur un vesting mensuel, c'est ça? Oui, exact. Donc, la plupart du temps, c'est comme 25% du grant avec le cliff. Puis après, le 75% qui reste, ben, c'est réparti sur 36 mois. Puis, OK. Tu vois-tu d'autres choses que ça? Ben oui, c'est comme les possibilités sont infinies. Là. Ça, c'est ça qui est le fun dans le sens, c'est quoi que tu veux faire, puis trouvons une manière de mettre ça en place, dans le sens que tu peux aligner sur des incitatifs temporels. Je vois beaucoup j'ai certains clients qui font des échanges de salaire en échange d'options. Donc, là, dans ce contexte-là, c'est justifié de juste dire, ben, tu as échangé ton salaire, tu as 20 000 de salaire pour 1 an. Ben là, le vesting, on le met sur une base de 12 mois. Comme ça, c'est comme fair pour l'employé vu que renoncer à du salaire pour ces options-là. Donc ça, c'est comme dans la portion temporelle. C'est sûr, plus qu'on des consultants, des aviseurs, ça, normalement, c'est plus de 2 ans où on voit vraiment une période temporelle un peu plus réduite que du 4 ans. Mais sinon, il y a manière d'être créatif. Donc, j'ai déjà vu pour des CFO, c'est une fois que notre Series A est mise en place puis est closée, tu débloques des options. J'ai déjà vu pour du monde qui sont dans des équipes de vente, il faut qu'on ait atteint certains milestones en termes de métriques d'entreprise. Donc, quand on est à X revenus, quand on a closé X nombre de clients. Donc, les possibilités sont vraiment infinies. Puis c'est aligner les incitatifs sur la croissance d'entreprise aussi. Donc, oui, il y a rester temporellement dans le temps, mais il y a aussi, on peut rencontrer des bons milestones tant individuels, des milestones individuels que des milestones collectifs d'entreprise pour vraiment justifier qu'une portion des options soit débloquée. Make sense, man. C'est cool de savoir qu'il y a de la marge, du lousse là, pour jouer, expérimenter avec différents paramètres là-dessus. Puis l'autre question que I guess que la majorité des founders vont finir par se poser, c'est alright, mais mettons que la personne elle a fait son cliff de 1 an, puis elle a accès à 25% de son package de ESOP, mais que là, la personne elle décide de quitter d'elle-même, ou si moi je la renvoie, qu'est-ce qui se passe avec ces stock options dans le fond? Oui, donc il y a plus. Là, ça, c'est comme une importance, pas capitale, mais un plan d'options qui est bien mis en place. Il va prévoir qu'est-ce qui arrive à ces options-là. Donc, ça arrive souvent des plans d'options que ces droits-là ou qu'est-ce qui arrive, on ne sait pas. Mais quand c'est bien déterminé, bien, il y a comme certains éléments. Donc, à titre d'exemple, si tu t'en vas en prison, les plans d'options de notre côté prévoient
on annule 100% de tes options, tu n'as plus le droit à cette équité-là. Si tu es renvoyé pour des raisons sérieuses, donc même chose, là, tu fais de la fraude, tu harcèles quelqu'un. Exactement. Ça, encore une fois, tu les perdrais automatiquement. Mais des situations un peu plus soft, comme exemple un renvoi sans motif sérieux, mais là, la plupart du temps, c'est que l'employé va avoir un 90 jours pour exercer ses options. Donc là, à partir du dé que son emploi est mis fin, mais là, on a 90 jours pour décider si j'exerce mon option. Quand j'exerce mon option, il faut que je débourse le prix d'exercice par option. Donc, ça peut quand même être dispendieux à exercer. Fun fact, il y a comme une tendance aux États-Unis de plus en plus d'enlever ces 90 jours-là puis de pas mettre pantoute une obligation d'exercer parce que c'est justifié par le fait que l'employé a travaillé, donc il a ce droit-là. Donc, pourquoi le pénaliser là-dedans? Mais l'envers de la médaille, c'est pour la business, elle veut être en mesure de cleaner son bout à mort, entre guillemets, puis il veut vraiment... Ça met aussi un frein à l'exercice quand tu es obligé d'exercer et débourser une somme quand même considérable d'argent early stage. Fait que dans l'exemple que j'ai donné, on s'entend que le reste des options d'achat qui n'ont pas vesté encore, on n'a pas fini le calendrier d'acquisition. Ça, par contre, genre, t'as pas accès à ça si tu pars toi-même, genre. Oui, c'est un super bon point, dans le sens, je pense que la base que j'aurais peut-être dû expliquer d'abord, c'est quand tu pars ou quand il arrive un événement déclencheur qui fait arrêter la période d'acquisition, on regarde qu'est-ce qui était acquis, qu'est-ce qui était non acquis. Donc, tout ce qui est non acquis sont cancellés puis retournent dans ton pool d'options qui est disponible à l'émission. Ensuite de cela, là, on regarde qu'est-ce qui est acquis. Voici un X nombre d'actions acquis. Puis là, selon c'est quoi l'événement qui a mené au départ de l'employé, là, on vient déterminer c'est quoi la période qu'il a le droit d'exercer. Donc, un 90 jours si c'est un renvoi sans motif. Si elle démissionne, normalement, c'est aussi 90 jours. Mais, tu sais, il y a des dynamiques intéressantes dans le sens que, tu sais, un échange de salaire pour des options, vu qu'il a payé pour ces options-là, certains de mes clients font juste dire, enlève ce requirement-là de devoir exercer dans les 90 jours parce qu'il a renoncé à du salaire pour. Donc, fait juste mettre la période d'expiration. La période d'expiration normale des options, c'est comme sur 10 ans. Il y a un autre concept quand même de base ou important avec les options d'achat qui est le strike price, le prix d'exercice. Si tu avais à me le définir de façon haut niveau, comment tu me dirais ça? Oui, donc le prix d'exercice, c'est le prix que tu vas devoir payer pour exercer cette option-là. Donc, la plupart du temps, au Québec, au Canada, il y a des avantages fiscaux de les émettre à la juste valeur marchande de ton option. Donc, les grosses lignes, c'est ça. Après, il y a plusieurs façons de déterminer c'est quoi la juste valeur marchande de l'entreprise. On n'est pas obligé non plus d'émettre à juste valeur marchande, c'est juste que tu perds certains avantages, mais contrairement aux États-Unis, qu'on doit avoir vraiment une évaluation formelle, un évaluateur indépendant, au Canada, il faut juste avoir une méthode d'évaluation puis démontrer qu'on s'est penché sur la question. Donc, on peut se fier sur différents facteurs. Donc, le prix de la dernière ronde, des métriques, des multiples de revenus. C'est à peu près ça les mécanismes que la plupart du temps, les employeurs, des founders early stage se basent pour déterminer la juste valeur marchande. Peut-être une nuance, c'est comme le fun à savoir, c'est ça vaut la peine qu'on se parle quand tu as des actions privilégiées sur ton cap table. Donc, dès que tu as reçu de l'investissement d'investisseurs comme plus sophistiqués avec des actions privilégiées, comme des actions avec une préférence de liquidation, donc vraiment qui est standard en capital de risque, ça se peut que tes employés puissent bénéficier d'un certain escompte sur leur prix des actions ordinaires. Donc là, la plupart du temps, nous, qu'est-ce qu'on conseille aux clients quand il y a des actions privilégiées en place? C'est vraiment de faire affaire avec un évaluateur indépendant du style, je sais que des gestionnaires de cap table comme Pooley, Carta font ça assez rapidement à faible coût. Puis ça permet habituellement de mettre des escomptes de genre 50%
par rapport au prix payé lors de la dernière ronde. Donc, exemple, une série A qui était à 1,5 $ l'action. Moi, j'ai un client qui est à 70 sous l'action, même si sa série A est à 1,5 $. Donc là, ça permet de rendre un peu plus abordable l'exercice des options. Puis, pourquoi c'est justifié comme ça? C'est que le prix payé lors de la dernière ronde, c'est pas tout le temps le prix payé si un acheteur allait acheter aujourd'hui la business. Donc, l'investisseur voit beaucoup le potentiel dans la business, voit la croissance potentielle, puis est prêt à payer peut-être un prix plus élevé que si tu avais à payer, à vendre tout de suite la business. Okay. Donc là, il y a certains gimmicks comme ça où c'est façon, un nice to know, mettons, pour permettre d'émettre des options moins chères, puis faire bénéficier d'une plus grosse plus-value de l'entreprise. Donc, c'est juste, dans le sens, quand on l'image, là, une option, tu bénéficies vraiment de la plus-value, de la valeur de l'entreprise en date d'aujourd'hui versus au moment que tu vends. Ouais. Mais si, exemple, c'est important de peut-être pas tout le temps se fier à c'est quoi la valeur actuelle de la business, mais de se fier sur le prix de la dernière ronde. Parce que dans les faits, il y a certains paramètres qui peuvent permettre de justifier un prix plus bas pour des actions ordinaires versus des actions privilégiées qui ont été mises dans la dernière ronde. Donc, des investisseurs sont prêts à payer plus cher pour des actions privilégiées. Puis ça, est-ce que tu vois des fondatrices ou des fondateurs demander de l'aide ou avoir à expliquer souvent ces concepts-là à leur équipe, à leurs employés? Parce que nous, ça a été une source de confusion là, quand on a été acheté chez Douda. Il y avait une partie des bénéfices pour les employés qui étaient des ESOP de Douda. Mm-hmm. Mais tu sais, on n'avait jamais fait ça chez Snip, fait que c'était comme un concept un peu nouveau. Puis là, OK, il y a un strike price, il y a un cliff, il y a un vesting, puis t'as un moment que tu peux les exercer ou pas après que tu sois parti, puis là, tu te fais diluer s'il y a un autre round, puis tu sais, ça peut devenir quand même lourd vite pour les employés, là. C'est-tu des choses que tu vois, toi? Ouais, ben, la plupart du temps, les employés, c'est comme vraiment le plan d'option, c'est une bébite mystérieuse. Puis, j'ai ça des options, mais toute la mécanique derrière ça, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi mes droits, c'est comme un peu inconnu ou méconnu. Donc, là, de notre côté, quand le client le demande, on fait souvent comme de ESOP Primer qu'on appelle. Donc, c'est comme un document d'une quelques pages qui explique un peu c'est quoi les droits d'ubication de l'employé en lien avec le ESOP. Puis, ça permet un peu plus d'expliquer ou peut-être vulgariser le concept, mais c'est sûr que ça reste méconnu de l'employé, puis le monde sont habituellement moins informés. Les employés sont pas très bien informés. Mais ce ESOP Primer-là, est-ce que c'est d'une nature relativement générique, puis on pourrait peut-être le mettre justement dans la description ou le partager avec le monde de ça se passe, tu penses, ou pas tant? Ouais. À voir. C'est vrai que à voir, potentiellement, dans le sens que ça se peut qu'il mentionne, exemple, certains articles spécifiques de notre plan d'option. Donc, là, il fasse des liens de « Hey, cet article-là veut dire ça ». Mais je sais qu'on peut juste changer le nom de la business puis mettre une variable, puis il se partage très bien, mais qui est vraiment basé sur notre plan d'option. Là. Donc, à suivre. À suivre pour cette ressource-là, ouais. C'est bon. Super, man. Fait que là, on a comme catché les usual suspects, là, les termes. Le cliff, c'est quoi? Une option, c'est quoi? Un calendrier d'acquisition, c'est quoi? Un strike price, c'est quoi? Il y a un autre terme un peu que ça m'avait pris un bout à comprendre au début là, quand je l'entendais, c'est la notion de RSU, Restricted Stock Units. C'est-tu ça l'acronyme? Je pense que oui. Fait que juste grossièrement, y a-tu une différence à highlighter entre des options d'achat versus des RSU? À mon avis, l'instrument le plus évident et le plus simple à mettre en place pour une entreprise en démarrage au Québec, c'est un plan d'option. Donc oui, il y a d'autres instruments qui existent, mais ces instruments-là vont dépendre de certaines particularités de l'entreprise pour justifier de mettre ça en place. Puis c'est très rare early stage qu'on voit des RSUs ou d'autres types d'instruments qui sont mis en place pour compenser l'employé. C'est vraiment la norme, qu'est-ce qui est plus standard, c'est un plan d'option. Puis typiquement, les fondateurs ou les leaders de la compagnie, de la startup qui émettent de nouvelles options d'achat ou même de nouvelles actions tout court dans la compagnie, est-ce qu'ils sont tenus légalement ou juste peut-être éthiquement de
d'expliquer à l'équipe et aux employés qu'est-ce qui se passe à chaque round, genre. Parce que, tu sais, moi, dans ma tête, c'est encore, mettons, un tout petit peu confus. Fait que ma question, ce serait ça. Il y a une nouvelle round qui arrive. Grossièrement, moi, comme employé, qu'est-ce que je vais avoir comme info, puis quel impact ça va avoir sur mes options d'achat, mettons. Quand tu as des options, tu n'as pas d'obligation. Tu n'es pas un actionnaire, là, donc il n'y a pas tant d'obligation d'aller informer un employé de tous les dénouements, de tout ce qui se passe, c'est quoi la distribution du support. Là, c'est vraiment, tu sais, le fondateur, l'investisseur va regarder c'est quoi le deal qui fait du sens. On a besoin de ce montant d'argent-là à cette valorisation que quelqu'un est prêt à mettre de l'argent. Ça va provoquer une dilution pour l'ensemble du monde qui sont sur le cap table. Puis l'employé doit s'attendre à ce que son 2% aujourd'hui va être dilué à travers les rondes de financement, puis peut-être après une coupe de ronde va être égal à 0,5%. Ouais. Donc, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Puis c'est sûr que on encourage à communiquer l'information, puis garder comme les portes ouvertes pour pas genre que l'employé sache aucunement qu'est-ce qui se passe, mais c'est comme un plan d'option. L'employé n'a pas beaucoup de droits face à ces options-là, même quand il les exerce. Là. Donc, quand tu deviens actionnaire, la plupart du temps, tu dois signer une convention d'entiercement qui vient dire que le fondateur va voter puis va contrôler tes options ou tes actions, en fait. Ouais. Donc, ça fait en sorte que personne ne va aller chercher ton vote ou personne ne va venir te consulter pour être d'accord avec cette petite décision-là. Tu n'as pas ton mot à dire. Là. Tu participes dans la plus-value de l'entreprise, tu vas te faire payer des dividendes si éventuellement la société te paye des dividendes, ou tu vas te faire payer le prix qu'un acheteur va acheter l'entreprise. Là. Makes sense. Puis si, là, on parle, mettons, d'une startup ou une scale-up canadienne, mettons, au Québec, si jamais tu as des employés aux States ou dans un autre pays, y a-tu des considérations sur lesquelles on devrait toucher aujourd'hui? Oui, ben, chaque pays a comme des dispositions particulières. Donc là, c'est sûr, je pense que c'est une analyse cas par cas, mais le cas qu'on voit le plus souvent, c'est aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, il y a plusieurs comme de nos clients qui ont une sales team aux États-Unis, qui embauchent directement aux États-Unis. Puis, aux États-Unis, il y a comme faut avoir comme des normes à respecter. Donc, c'est ISO, NSO. Puis, pour pouvoir émettre ce type d'option-là, il faut comme que ça soit prévu dans ton plan d'option pour que ça se qualifie. Donc là, nous, de notre côté, c'est standard dans nos plans d'option qu'il y a ce langage déjà inclus. Ce langage-là doit être approuvé par une résolution des actionnaires pour être conforme selon les normes aux États-Unis. Puis, genre, un fun fact là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises early stage que quand ils font leurs premières embauches aux États-Unis, à la place de comme structurer toute une filiale pour embaucher cet employé-là, vont passer à travers un employer of record qu'on appelle, donc rippling deal, qui vont payer comme un frais mensuel pour tout que ce rippling ou deal s'occupe de la poutine administrative. Mais en passant par un employer of record, qu'est-ce que ça fait en sorte? C'est que tu n'as pas une relation directe d'emploi avec cet employé-là, mais tu passes par un intermédiaire. Donc là, vu que tu passes par l'intermédiaire, ça ne permet pas que les options se qualifient comme ISO. Puis ISO, c'est comme le plus avantageux pour l'employé. D'un point de vue fiscal. Ouais, d'un point de vue fiscal. Okay. Donc, c'est comme peut-être la seule nuance qui est comme importante à savoir. OK, ouais. Ben ça, c'est intéressant. Puis comme suite à ta recommandation aussi, je vais en parler avec le chiffre de ça, je pense, de comment on devrait communiquer puis comprendre l'impact fiscal comme employés, mettons, qui ont accès à des plans d'option d'achat dans le genre. Puis je pense pas qu'on va rentrer dans le plus creux dans c'est quoi exactement ces normes-là, là. Juste les mentionner puis savoir que ça existe. Puis si le monde a plus de questions, ils iront te voir, toi ou ta team. Là. Mettons, pour aller vers notre closing de cette capsule-là, j'ai le goût qu'on recap un petit peu s'il y a des erreurs fréquentes ou des red flags que tu vois, soit dans le timing d'un ESOP ou la structure d'un ESOP, ou juste des conseils en général avec lesquels tu veux laisser, mettons, les founders par rapport à bien gérer ça. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles au Fuck Up Nights, un des conférenciers a dit comme quoi qu'il avait donné le contrôle de sa business à des employés. Ouais, je m'en rappelle. Donc, genre, je pense un péché capitaux,
ça serait justement de genre assez de gueuler ça avec comme des actions qui sont pas des actions ordinaires, puis complexifier quelque chose qui devrait être simple. Ouais. Donc là, tu sais, rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu cette conférence-là, c'était comme les options, c'était des actions multivotantes. Donc, ça faisait en sorte que les employés avaient le contrôle de la business vu qu'une option valait 1000 votes. J'y vais avec elle, je me rappelle, mais ça, tu peux pas faire ça, là, dans le sens, ça fait bon sens. Tu peux, genre, l'employé, mettons, qui est parti puis qui a le contrôle sur ta business, c'est comme un péché capital. Mais à part de ça, c'est vraiment peut-être pas avoir d'obligation de signer une convention de vote ou une convention d'entiercement, signer la convention d'actionnaire au moment de l'exercice. Ça peut être quelque chose qui, comme, c'est vraiment le fun d'avoir ça dans ton plan d'option parce que tu veux pas que l'employé qui a 0,5% doive voter, doive dire ah non, je change ça dans ta convention d'actionnaire. Là, tu veux vraiment contrôler ça le plus possible. Sinon, ça serait de prévoir un plan d'option trop gros pour tes besoins. Okay. Dans le sens, quitte à venir le réduire dans tes rondes de financement, dans le sens, trop gros pour tes besoins si tu as besoin de lever de l'argent. Parce que qu'est-ce qu'un investisseur va regarder? C'est qu'il va prendre, il va te dire, OK, ta business vaut 10 millions de pré-money, puis il va diviser par l'ensemble des actions en circulation plus ton plan d'option pour déterminer le prix par action qu'il va payer. Donc, si tu prévois un plan d'option de 30%, mais réalistiquement, tu as juste besoin de 10%, tu as ce gap-là de 20% que ça va venir diminuer le prix par action payé par l'investisseur. Donc, c'est sûr, il y a une manière de dire, vu que mon plan d'option est plus gros, augmente ta valorisation pré-money. Mais rapidement, un investisseur discompte à 100%. Il compte le plan d'option comme s'il était émis à 100%, puis il l'inclut dans la dilution de l'entreprise pour déterminer le prix qu'il va payer. Donc, ça serait comme les trois erreurs. Dans cette optique-là, juste être sûr que j'ai bien suivi, là, dans cette optique-là, tu veux éviter d'en avoir un trop gros, c'est ça? Oui. Parfait. Puis, surtout quand un investisseur rentre. Surtout quand un investisseur rentre. Puis, tu as mentionné un terme que le monde qui sont peut-être moins dans l'univers du VC connaissent pas, tu as dit un montant ou une valorisation pre-money. Ça veut dire quoi, ça? Oui, donc la valeur de ton entreprise avant l'investissement. Donc, la valeur pré-money de ton entreprise. Puis, est-ce que pour le monde qui sont justement moins familiers avec ça, une fois que la ronde est closée puis que le money est rentré puis qu'on est dans une valeur post-money, ça change-tu beaucoup ou comment ça marche? Ben, c'est le pré-money plus le montant d'investissement. Donc, s'il y a 1 million, ben, ça augmente ton pré-money d'1 million. Donc, tu deviens en post-money de ton pré-money plus 1 million. Got it. Parfait, man. Puis là, mettons que le monde a des questions, genre, ou qui veulent en apprendre plus ou même set up ça pour leur shop à eux. Next step, c'est juste de te pigner toi et ou Léviat sur LinkedIn, c'est un email, tu sais, il y a votre profil partenaire là, sur le site là, que je vais linker dans la description, mais on ben, juste... 100%, là, c'est mgobey@leviatlegal.com, dans les show notes en bas. Mais sinon, l'ensemble de l'équipe est compétente pour mettre ça en place. C'est comme vraiment un process qui devrait être seamless de notre côté. Donc, la plupart du temps, on nous écrit, quelqu'un qui nous écrit sait ou a entendu parler de ça puis veut le mettre en place, ou même si on veut brainstorm sur est-ce que c'est le moment, venez nous voir. Puis c'est beaucoup, il faut analyser un peu c'est quoi ta structure actuelle. Donc, avoir ton livre de minutes, regarder s'il y a certaines mécaniques corporatives qu'il faut faire avant de le mettre en place. Après, on met en place le plan d'option qui est un plan des résolutions, potentiellement des consentements si tu as des consentements prévus dans ta convention d'actionnaire. Puis après, un flow général, c'est que le client, on va lui présenter le plan, on va lui expliquer c'est quoi les mécanismes standards qu'on suggère. Puis après, si on me dit, ben Marc, moi je suis pas d'accord avec ça, j'aimerais que ça soit ça, on change dans le plan d'option. Puis la beauté de la chose, c'est à chaque octroi d'option, tu peux venir prévoir quelque chose d'autre qui est contraire au plan d'option. Là. Donc, tu peux dire à l'exception de X, Y, Z qui ne sera pas applicable. Donc là, on voit beaucoup des plans d'option, des octrois d'options qui sont négociés à la pièce par certains employés. Donc là, on peut déroger, entre guillemets, au plan d'option si c'est demandé. Là. OK. Sweet, man. Ben écoute, je suis stoked que tu aies pris un peu le temps de venir nous éduquer, l'audience et moi. Fait que c'est le fun de mettre un nouveau visage de chez Léviat aussi derrière la caméra. En face de la caméra, pardon.
Puis moi, pour avoir travaillé avec tous dans différents dossiers, je sais que t'es un easygoing guy, sharp à tes affaires. Fait que, évidemment, que j'invite le monde à te poker toi et ou ta team s'ils ont des besoins par rapport à ça. Puis d'après moi, on va se reparler d'autres sujets un moment donné, dans le courant de l'année, dans le futur. C'était le fun, man. On fait ça anytime, puis tout le temps disponible pour parler à n'importe qui de notre côté. Là. Merci, mon vieux.